Yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tour niqué. Je vous laisse décider comment l'écrire. Vers novembre-décembre 2020, j'ai entendu parler pour la première fois des mandrakes d'or. On m'a demandé d'y jeter un œil, ce que j'ai fait, et en fait la plupart des tours de cette édition 2020 ne contiennent que des choses dont on a déjà parlé, ou alors sont juste chiants. J'ai quand même sélectionné un tour qui contient un principe très intéressant, mais l'explication sera si courte que j'ai pris un autre tour du même magicien, Fabien Olicard, qui est surtout connu pour être très actif sur YouTube. Ceux qui connaissent un petit peu les mandrakes d'or seraient tentés de décrire cet événement comme une cérémonie de remise de récompense, un peu comme les Oscars ou les Molières ou les Césars, mais ils se tromperaient. Le concours de la FISM, la Fédération Internationale des Sociétés Magiques, ça c'est un vrai truc. Les magiciens préparent une performance qu'ils vont réaliser devant un jury compétent, il y a un vrai système de notation, etc. Les magiciens sont en compétition. Les mandrakes d'or par contre, c'est avant tout une émission télé de divertissement. Il n'y a aucun nominé, uniquement des lauréats. Voici comment est articulée l'émission. Un tour sur deux est réalisé par un lauréat qui sait déjà qu'il va recevoir une récompense. Une fois le tour terminé, une personnalité quelconque monte sur scène et donne le prix au lauréat. Et l'autre moitié des tours, ce sont des interventions de pur divertissement réalisées par Fabien Olicard, Vincent C, un autre mentaliste, et également réalisées par les présentateurs eux-mêmes. Vous m'avez bien entendu, seule la moitié de l'émission a un rapport avec la récompense éponyme. Comment ont été choisis les lauréats? Parmi qui? On n'en sait rien du tout. Il n'y a aucune catégorie, aucun critère, rien n'est expliqué. Bonjour, voici un mandrake d'or. Mais pourquoi moi? En fait, je passais dans la rue, comme je vous ai vu par la fenêtre, et vous m'êtes apparu comme une évidence. J'ai pas envie de m'emmerder à choisir quelqu'un. Alors, je vous reprends ça, et puis on vous le redonnera lors de l'émission. Ok. Non, sans déconner, les personnes qui viennent remettre les prix n'ont aucun rapport avec l'histoire. Bon, Olivier de Benoît, il fait de la magie. Mais c'est d'abord un humoriste. Il incorpore un peu de magie dans ses spectacles, mais c'est tout quoi. Liane Folly, ils l'ont choisi parce qu'elle a été assistante d'un magicien, je cite, à ses débuts. Soit sûrement il y a 30 ans quoi. Une période de sa vie tellement marquante qu'elle n'apparaît même pas dans sa page Wikipédia. La meuf ne connaît même pas la signification de la récompense qu'elle donne. On dirait qu'elle découvre tout en direct. Cela veut dire donc que vous êtes les champions du monde? Oui, c'est ça, en quelque sorte. Non! Certainement pas! À la limite, gagner le concours de la FISM permettrait d'y prétendre. Mais la notion de champion du monde dans un domaine artistique a de toute façon pas de sens. Ça impliquerait une compétition entre les magiciens où les compétences et la stratégie permettraient de l'emporter. Or, l'appréciation d'une œuvre artistique se fait presque exclusivement de façon subjective, en utilisant l'affect. Donc on peut pas entrer en compétition et on peut pas désigner de champion. Donc ODB et Liane Folly avaient un lien très fin avec la magie. Par contre, pour la troisième récompense, la personne n'a aucun rapport. C'est Carla, la meuf qui chante Bim Bam Boum. Le seul crédit que lui donnent les présentateurs, c'est d'avoir fait 60 millions de vues sur TikTok, putain. Monsieur, vous avez été sélectionné pour remettre un prix dans le domaine de la magie. Et quel rapport? Je suis orthodontiste. Oui, mais vous avez prononcé le mot magie dans une émission télé le 16 mai 2013. C'est largement suffisant. Et la dernière récompense, c'est un sketch. Les mecs sont même pas présents. On les voit juste en duplex en train de faire des remerciements pour avoir reçu cette récompense. Et après, on nous diffuse un best-of avec plusieurs extraits de certains de leurs tours. Des extraits qui n'ont aucun sens tirés de leur contexte. Ça revient à faire ça, en fait. Nous allons maintenant remettre le mandrake d'or à deux types qui ont fait ces quelques trucs que vous voyez à l'écran. Voilà, j'espère que l'émission vous a plu. Bref, cette émission, c'est de la merde. La seule chose qu'on peut apprécier, c'est d'avoir plein de super tours de magie à regarder. En voici un. Fabien Olicard arrive sur scène en disant qu'il va faire une prédiction, classique. Vincent C débarque et dit que c'est trop facile. Il le met plutôt au défi de trouver sa prédiction à lui. Si tu réussis à trouver ma prédiction que je t'ai fait, là tu vas avoir tout mon respect. Vincent C dévoile le thème de sa prédiction, les métiers. Fabien et lui demandent au public de crier plein de noms de métiers et finalement ils en gardent 5. Boulanger, policier, fleuriste. Bien. Ensuite, Fabien va, avec l'aide du public, choisir des paires de noms et en éliminer à chaque fois un des deux. Soit Fabien choisit deux noms et le spectateur décide lequel éliminer, soit le spectateur choisit la paire et c'est Fabien qui en élimine un. À la fin, il ne reste que le mot policier, et qu'est-ce qu'on a quand on retourne le tableau? Un policier. Alors, deux astuces sont utilisées, dont une particulièrement intéressante. Ce sont les spectateurs qui crient les noms de métiers. Alors, comment s'assurer que le nom policier va bel et bien sortir? C'est un nom commun, mais quand même. Eh bien, en fait, on s'en fout de ce que dit le public. Il suffit d'encourager tout le monde à crier en même temps, et le brouhaha généré va servir de prétexte pour placer sa prédiction. En gros, au début, personne ne parle, on va prendre un ou deux mots que toute la salle a entendus. Magicien. Mais magicien, c'est pas un métier là. Ensuite, on chauffe la salle pour que davantage de gens participent. Et quand tout le monde se met à parler en même temps, eh bien, au moment où Fabien dit ce qu'il a entendu,
En fait, personne ne peut savoir si le mot qu'il dit avoir entendu a vraiment été prononcé par quelqu'un. Quoi d'autre? Pour mieux noyer le poisson, il va même inclure son mot dans un groupe de 3. Il va placer 2 mots qu'il a vraiment entendus, et entre les deux, il va caser policier. Boulanger, policier, fleuriste. Impossible de se rendre compte que personne l'a dit. Et vu que c'est un métier relativement commun, il peut de toute façon vraiment tomber dans la bouche des spectateurs. Bien, le mot est donc écrit parmi 5. Maintenant, il faut réussir à éliminer les autres en faisant croire que les choix sont aléatoires. 2 cas de figure. Dans le cas où un spectateur choisit 2 noms et Fabien décide lequel éliminer, eh bien, il suffit de ne pas éliminer le mot policier s'il figure dans la paire. Policier. Et un deuxième? Pompier. T'as qu'à virer pompier, par exemple. Okay. Si le mot policier ne figure pas dans la paire du spectateur, Fabien en élimine un au hasard. Dans le cas où c'est Fabien qui choisit les 2 mots et le spectateur choisit lequel éliminer, il suffit de choisir une paire qui ne contient pas policier. Comme ça, quel que soit le choix du spectateur, eh ben, la prédiction est préservée. Je vous dis boulanger et ramoneur, vous éliminez l'un des deux? Il reste la paire finale, policier et un autre mot, ici boulanger. C'est le public qui choisit. Fabien va ici utiliser le principe du choix à l'équivoque, dont on a parlé dans la vidéo précédente. En gros, il va dire policier ou boulanger, mais il va pas dire si on choisit un mot à garder ou un mot à éliminer. Le spectateur choisit boulanger, c'est donc une élimination. Alors, dans la vidéo, Fabien dit lequel on élimine avant que le spectateur ne fasse son choix. Mais je pense qu'il s'agit d'un habile montage audio. Fabrice, entre policier et boulanger du coup, on élimine lequel? Boulanger. Déjà, cette réplique de Fabien est entendue pendant que la caméra est sur le spectateur. Et puis de toute façon, cette phrase n'a pas pu être prononcée avant que le choix ait lieu, parce que sinon ça ruine complètement le choix à l'équivoque. Alors il y a 2 possibilités pour moi. Soit la phrase a été prononcée juste après le choix du spectateur, c'est-à-dire que quand Fabien a entendu que le mec commençait à dire boulanger, il a tout de suite dit lequel on élimine, pour faire croire que c'était ça le choix, alors qu'il a décidé après que ça allait être une élimination. Ensuite au montage on recase cette phrase juste avant, pour que l'effet soit accentué. Deuxième cas possible, la phrase n'a pas du tout été prononcée à ce moment-là, et le monteur son a été la récupérer à un autre moment du tour. Lors de la première élimination d'un mot, Fabien prononce justement cette même phrase, mot pour mot. Et on élimine lequel? J'ai donc écouté ces 2 phrases, celle de la première élimination et celle de la dernière, et j'ai aussi regardé un peu la représentation graphique des sons. Ils sont hyper proches. Pas identiques à 100%, mais hyper proches. Je vous les mets l'un après l'autre et ensuite les 2 en même temps. Et on élimine lequel? On élimine lequel? On élimine lequel? Voilà, donc c'est pas identique à 100%, mais des différences aussi subtiles peuvent être obtenues par des effets au montage. Exemple, dans ce double sens que j'ai fait. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas volé l'argent, j'ai dit qu'ils n'ont pas volé l'argent. Donc c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne, et pour ce montage-là, j'ai utilisé une seule phrase et je l'ai mise 2 fois. La deuxième fois, l'intonation est différente, parce que j'ai utilisé un effet qui modifie la hauteur du son. Donc, ça s'entend un peu que c'est trafiqué parce que c'est quand même un gros changement, mais pour un changement plus subtil, ça peut passer inaperçu. Voilà, donc je sais pas quelle astuce a été utilisée, mais il y a forcément du montage son. Et c'est tout pour ce tour. Le choix à l'équivoque, on en a parlé dans l'épisode précédent, et après il y a le principe de faire croire qu'un mot vient du public alors que ça ne peut pas être vérifié. Cette astuce, comme vous pouvez l'imaginer, ne fonctionne que sur scène avec un public suffisamment nombreux. Bien, à présent, passons à un deuxième tour de Fabien Olicard qu'il a réalisé dans Les Duos Impossibles de Jérémy Ferrari. C'est un spectacle d'humour. Je vois pas bien ce qu'il vient foutre là du coup, mais bon. Les seuls passages vraiment marrants, c'est ces interactions qu'il a avec les spectateurs. Mais bon, là je vais pas vous les diffuser, si vous voulez voir le truc en entier, le lien est dans la description de cette vidéo. Bien, Fabien donne à 3 spectatrices des questionnaires très courts à remplir. Pourquoi uniquement des femmes? Eh bien parce que c'est le thème du spectacle, il n'y a pas de discrimination. Une fois les questionnaires remplis, un spectateur les ramasse et les mélange avant de les donner à Fabien qui les met dans un portefeuille. Si ce soir je te demande un chiffre entre 1 et 1000, 700. Je le savais. Ensuite le spectateur en prend un des 3 au hasard et le détruit complètement. Il en reste donc 2 à Fabien qui va réussir à deviner qui a écrit quoi. De la pâtisserie, je pense que c'est Tiffany. Voyager, je pense que c'est Victoria. Si c'est bon, asseyez-vous, mesdames. Oui, merci beaucoup. Il reste une spectatrice, celle dont le questionnaire a été détruit, et Fabien va la faire monter sur scène. Il va réussir à deviner non seulement ce qu'il y avait décrit sur le questionnaire, D'accord, c'était le kung fu. Kung Fu. mais également à deviner le nom du père de la spectatrice. Amis, famille, travail, autre. Toi, c'est le famille. Francis. Francis. Alors comment toute cette divination est-elle possible? Alors tout d'abord il y a un détail très important concernant les questionnaires. Je pense qu'on s'en rend surtout compte quand on regarde la vidéo en entier. Mais en gros, à part le chant « j'aime »,
On n'a aucune idée du contenu du questionnaire. De desquels j'ai mis un questionnaire, j'aime 2 points, etc. J'aime 2 points, c'est le seul champ que mentionne Fabien. Pourtant, il y a forcément d'autres catégories dans le questionnaire. Sinon, il donnerait juste des feuilles vierges en disant « écrivez quelque chose que vous aimez ». Je vais donc considérer qu'il y a au moins un autre champ, et au vu du déroulement du tour, le seul champ qui a du sens, c'est nommer un proche. Mais on va y revenir. D'abord, les questionnaires sont mélangés et mis dans un portefeuille. Ensuite, on a une blague de merde. Un chiffre entre 1 et 1000, c'est quoi toi ton chiffre? 700. Je le savais. Ensuite, un des 3 questionnaires est sorti du portefeuille et détruit. Vraiment? Eh ben en fait non, parce que cette blague de merde servait en fait de couverture à une inaction, j'ai bien dit une inaction, qui va permettre l'échange des questionnaires. Les 3 qui sont présentés aux spectateurs après la blague de merde ne sont pas les 3 originaux qui ont été remplis par les spectatrices. Ce sont 3 faux, et du coup, quel que soit celui que le spectateur choisit, on s'en fout qu'il soit détruit. Alors comment cet échange a-t-il eu lieu? Je veux dire, il n'y a qu'un seul portefeuille. Regardez, j'ai ici un portefeuille Pif Gadget, dans lequel je mets un bout de papier avec écrit fromage dessus. Hop, comme ceci, et je vais le refermer. Bien, vous savez quel est le meilleur fromage du monde? Est-ce que c'est le camembert? Est-ce que c'est le roquefort? Non, en fait, tous les fromages sont dégueux. Par contre, si je rouvre mon portefeuille, j'ai cette fois-ci un post-it avec un fromage dessiné dessus. Et oui, il existe des portefeuilles de ce type où on entre quelque chose et on en sort autre chose. En fait, il y a 2 poches, mais si on se contentait de rentrer un truc dans une poche et sortir autre chose d'une autre poche, ce serait trop grillé. Du coup, il y a un système pour faire croire qu'il s'agit d'une seule et même poche. En gros, c'est un système d'ouverture qui permet d'ouvrir le portefeuille des 2 côtés. Si je l'ouvre d'un côté, j'ai un des objets. Si je le referme et que je l'ouvre de l'autre côté, j'ai l'autre version de l'objet. Bon, là c'est la version Pif Gadget en carton et tout, mais le même principe peut être appliqué à des objets de bien meilleure qualité. Ici, Fabien fait une blague de merde pour faire oublier au spectateur dans quel sens le portefeuille était ouvert. Il reste immobile le temps de faire cette blague, ce qui fait que, comme il n'y a pas de mouvement, on n'a plus notre attention focalisée sur l'objet. On est plus en train de l'écouter, en train de dire voilà, choisis un nombre, haha, je le savais. On est sur son visage, sur sa main qui bouge, et plus du tout sur le machin qu'il a dans la main. Je parle du portefeuille, hein. La façon dont c'est filmé ne permet pas d'être sûr à 100% que le portefeuille est d'abord ouvert d'un côté puis de l'autre, mais même si c'est pas exactement cet objet qui est utilisé, c'est un principe similaire. Du coup, Fabien garde les 3 originaux, puisque le spectateur en choisit un faux et le détruit. Pour être sûr que le spectateur ne lise pas le faux questionnaire et ne remarque des différences avec les originaux, Fabien va lui demander de le détruire en tout petits morceaux. Tu l'as déchiré en plein de petits morceaux, plein de petits confettis. Fabien va ensuite prendre 2 des 3 questionnaires et réussir à les associer aux bonnes personnes. Comment faire? Rien n'est vraiment visible dans la vidéo, mais le plus simple, c'est d'utiliser des feuilles marquées. En gros, chaque feuille contient une particularité unique qui permet à Fabien de les identifier. C'est lui qui les distribue, donc chaque personne ne voit qu'une seule feuille, et personne ne verra jamais les 3 côte à côte et ne pourra jouer au jeu des différences. Ça peut être par exemple un ornement dans les motifs préimprimés du questionnaire. Du coup, Fabien va associer chaque personne à un motif particulier. Il peut même substituer les motifs à des numéros pour que ce soit plus simple pour lui de s'y retrouver. Genre, cet ornement-là c'est le numéro 1, cet ornement-là c'est le numéro 2, celui-là c'est le numéro 3. Du coup, quand il distribue les feuilles, il doit juste retenir feuille 1 donnée à Laetitia, feuille 2 donnée à Tiffany, feuille 3 donnée à Victoria. Grâce aux feuilles marquées, du coup, il va pouvoir retenir les associations et les annoncer ensuite sur scène. C'est pour ça que c'est important pour lui de bien retenir les prénoms des spectatrices. On a Tiffany, Laetitia et Victoria. Il reste maintenant à trouver le contenu du 3e questionnaire. Puisqu'il n'a pas vraiment été détruit et que Fabien l'a en sa possession, il lui suffit de le lire. C'est de la lecture, c'est trop simple. À quel moment ça se passe? Probablement quand il ouvre le portefeuille, juste avant d'en sortir 2 sur 3, il laisse le 3e à l'intérieur et il le lit et il le retient. Et là où c'est bien tombé pour lui, c'est que le mot que la spectatrice a écrit dans la catégorie j'aime 2 points, c'est Kung Fu. C'est un mot avec lequel on n'est pas forcément familier. Du coup, il en profite pour faire une faute d'orthographe. La spectatrice, elle, l'a forcément écrit correctement, avec un G, Kung Fu, vu que c'est quelque chose qu'elle aime. Et du coup, quand Fabien l'a lu, il l'a lu avec la bonne orthographe. Mais pour faire croire qu'il ne l'a lu nulle part et qu'il a dû chercher comment ça s'écrivait, eh ben, il va faire cette faute d'orthographe. Ensuite, il essaye de deviner le prénom de quelqu'un. Et là, sans vraiment le dire explicitement, il va mentionner un autre champ du questionnaire. On peut avoir l'impression qu'il crée des cases imaginaires et qu'il essaye de lire les informations sur le visage de la spectatrice.
Mais en fait, c'est vraiment le contenu du questionnaire qu'il décrit. D'abord, la catégorie, ça pouvait être amis, famille, travail, autre. Il dit juste, ça pouvait être ceci, cela. Donc il fait vraiment référence au questionnaire. Mais pour tous les autres spectateurs, si on a un tout petit peu d'inattention, et on en a tous, on fait pas le rapprochement. Du coup, Fabien connaît les cases cochées, la case famille, père, et il connaît le prénom qui a été écrit. Il lui reste à faire croire qu'il décrypte les expressions du visage, et le tour est joué. Voilà pour ces 2 tours de Fabien Olicard. Alors ce sont des tours qui reposent sur des choses simples, ce sont plutôt des tours d'ambiance, sympas, sans prise de tête. Mais en tout cas, retenez bien ceci, le mentalisme n'est qu'une catégorie de magie. Fabien Olicard est bel et bien un magicien. Donc méfiez-vous de tout ce que vous lisez ou voyez sur le mentalisme, car toutes ces histoires de techniques pour analyser le comportement, les gestes, les micro-expressions, tous ces trucs-là, bien que ça repose souvent sur une base réelle, ce sont des techniques qui sont quasiment impossibles à mettre en application dans la réalité. Et la plupart du temps, tout ce que vous montre, ce n'est rien d'autre que de la magie. Donc, croyez ce que vous voulez, bien sûr, il n'y a pas de mal, mais soyez quand même prudent, et gardez toujours un petit peu de scepticisme, même si le sujet vous passionne. Il n'est pas exclu qu'on reparle de Fabien Olicard, parce qu'effectivement, s'il est connu, c'est surtout pour sa chaîne YouTube, et là, on a parlé de 2 tours qui n'ont rien à voir avec sa chaîne, donc peut-être qu'on reviendra un jour sur une ou plusieurs des vidéos de sa chaîne. C'est pas exclu. En attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît, activer les notifications pour savoir quand les vidéos sortent. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, me soutenir sur Utip et Tipeee si vous le souhaitez. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. On arrive donc à la fin de la vidéo où je vais comme d'habitude remercier les tipeurs. Et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Connaissez la porte. Connaissez la porte.